Eh bien, écoutez, merci de m'avoir invité. C'est bon, ça va, vous m'entendez là? Comme ça passe? Non, ça passe pas. Faut que je tienne à la main comme ça, peut-être alors. Pardon. Ben, écoutez, merci beaucoup de cette invitation. Rapidement, l'histoire du livre. Comme tout le monde, après les attentats de janvier 2015, et puis, disons depuis un certain nombre d'années où je m'intéresse aux questions de radicalisation, disons de la géopolitique et des affaires stratégiques, où j'ai passé une bonne partie de ma vie professionnelle. Évidemment, le salafisme est devenu un objet politique à partir de janvier 2015, puisque dans les discours officiels, on a commencé à qualifier la menace comme cette menace salafiste. Or, c'était présenté comme si c'était la génération spontanée de l'époque de Pasteur. C'est-à-dire que les salafistes naissaient comme ça, comme des champignons après la pluie, sans faire aucune connexion entre, si vous voulez, ces gens qui se prétendaient pratiquer l'islam comme à l'époque du prophète, c'est la définition même du salafisme. Les salafs, c'est les compagnons du prophète, c'est les 4 premiers califes, y compris Ali, et puis les salafistes, donc les pratiquants musulmans aujourd'hui, prétendent vivre et appliquer les principes comme ils le faisaient à l'époque. Donc d'où cet habit que vous revoyez de temps en temps, avec la robe longue, avec la barbe longue, avec la calotte sur la tête. Bon, il y a une petite dérogation, c'est que c'est pas les sandales en peau de chameau, c'est quand même les Nike ou les Ben ou les New Balance, mais enfin il faut des dérogations, même il faut une modernisation de la théologie quand même dans des domaines comme cela. Bref, les salafistes donc en fait apparaissaient comme une espèce de génération spontanée de gens qui s'étaient répandus dans nos banlieues et qui finalement avaient cette pratique de l'islam, à l'égard de laquelle d'ailleurs on avait une espèce de veulerie et de lâcheté assez extraordinaire en expliquant que leur pratique était en fait une application de la liberté de conscience. Je vais revenir là-dessus. Et donc je me suis quand même dit, ça ressemble étrangement au wahhabisme, si vous voulez. J'ai eu l'occasion d'aller en Arabie Saoudite, c'est vrai que ça paraissait un non-dit. Donc quand j'ai commencé à travailler sur ce bouquin, j'ai cherché ce qu'il y avait comme documentation. Et paradoxalement, je n'ai trouvé aucun livre, ni en français ni en anglais, sur la question. Je ne sais pas pourquoi cette espèce de trou noir, si vous voulez, dans lequel il y avait des articles, il y avait des tas de choses, etc. Mais se poser la question comme ça me paraissait tellement évident que ça nécessitait un travail de fond sur lequel d'ailleurs il n'y a pas eu énormément de boulot puisque toute la documentation existait. Et puis Védrine a accepté de faire la préface parce que justement il considère que l'analyse de la diplomatie religieuse aujourd'hui est un véritable problème. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, moi je n'ai traité que ça, mais il est évident qu'il y a le Qatar, il est évident qu'il y a les néo-évangélistes américains, il est évident qu'il y a les radicaux juifs, il est évident qu'il y a la Turquie, etc., etc. Donc la diplomatie religieuse est une véritable composante que le Quai d'Orsay n'a jamais étudiée. Jamais, jamais, jamais. J'aurais à citer des exemples. Le premier décision de Fabius, d'ailleurs, a été de supprimer le bureau des affaires religieuses que Kouchner avait créé. Donc, vous voyez, c'est quand même bien, la droite-gauche française, c'est toujours bien, nos prédécesseurs sont des imbéciles, nos successeurs sont des intrigants. Vous connaissez la phrase classique. Donc, on supprime. On ne se pose pas la question du problème, on se dit, qu'est-ce qu'a fait le prédécesseur? C'était une idiotie, heureusement que je suis là. Bref. Donc, quand je me suis attaqué au livre, si vous voulez, il y avait une première chose qui frappe tout de suite, c'est que les Saoudiens était déjà le contingent étranger le plus important chez les Moudjahidines afghans pendant la guerre anti-soviétique. Ils étaient l'effectif évidemment le plus important des attentats du 11 septembre, parce que ça fait quand même 15 Saoudiens sur 19 terroristes, on peut penser que c'est une forte majorité. Ils sont aujourd'hui encore le plus gros contingent à Guantanamo, enfin au début, puisque ça s'est un peu vidé depuis. Et enfin, ils sont le deuxième contingent après les Tunisiens dans les troupes étrangères de Daesh. Ça montre quand même une certaine appétence pour le djihad, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, encore une fois, cette connexion entre les Saoudiens, enfin entre le salafisme des Saoudiens et le royaume, était une construction intellectuelle à faire. Alors, bon, je me suis dit, le salafisme, c'est compliqué, je vais être obligé de lire les théologiens, etc. Ça va être une situation extrêmement intéressante, mais profondément chiante pour quelqu'un qui, comme moi, est un laïc. Heureusement, il y a un théologien musulman qui m'a considérablement simplifié la vie. Il m'a dit, c'est très simple. Le wahhabisme, c'est la version la plus raciste, la plus sectaire, la plus antisémite, la plus misogyne, la plus homophobe et la plus raciste de l'islam. J'ai dit, c'est bien, au moins, comme ça, on peut se placer sur le terrain des idées politiques. Et ça clarifie encore une fois une question très importante, c'est que l'idéologie wahhabite est une version totalitaire de l'islam. Je vous en citerai des exemples qui sont parfois tellement cocasses que ça fait sourire. Et donc, c'est une idéologie totalitaire qui, évidemment, comme toutes les idéologies totalitaires, a des fonctions d'épuration à l'intérieur de l'islam. N'oubliez pas quand même que, comme toujours dans les idéologies totalitaires, c'est ceux qui sont comme vous qu'on élimine d'abord après, les ennemis. Mais bon, donc c'est ce que vous voyez avec Daesh, où on va massacrer du chiite, des soufis, etc., etc. Alors, si on se place sur le plan des idées politiques, évidemment, ça simplifie aussi une autre question qu'on voit de temps en temps apparaître dans les journaux, mais je trouve complètement idiote, c'est de dire qu'il y a des salafistes quiétistes et il y a des salafistes djihadistes.
Les salafistes quiétistes sont censés être des gens qui pratiquent l'islam sans aucune intention politique, et puis les salafistes djihadistes, vous savez, c'est ceux qui éventuellement par la violence prendraient le pouvoir. Bon. Quand on a un programme politique comme celui dont je vous ai expliqué les grandes caractéristiques, c'est à peu près aussi idiot de se demander s'ils sont quiétistes que de se demander si Hitler était un nazi quiétiste avant 1934. Il annonçait ce qu'il allait faire, et on disait oui mais il n'a pas le pouvoir, donc c'est un nazi quiétiste. Et là on est en train de faire le même raisonnement sur les salafistes en disant si quand vous avez un programme encore une fois comme celui-là, si vous prétendez que vous n'avez pas d'idée politique, c'est que je veux dire il faut vite refaire vos études, parce que c'est véritablement un programme politique. Simplement la prise de pouvoir par les salafistes quiétistes est différente, ils veulent convertir la totalité de la société, après quoi évidemment tout le monde adhérera à ce système de valeurs. Alors, si vous voulez, j'aurai l'occasion de revenir, si vous voulez, sur la version totalitaire cette version totalitaire de l'islam, en vous citant des exemples qui, j'espère, vous distrairont un peu sur un sujet qui est profondément ennuyeux. Alors, comment c'est fait, reprenons l'histoire, si vous voulez, du royaume, pour essayer de comprendre comment s'est faite cette connexion entre la construction du royaume saoudien et le salafisme. D'abord, la péninsule arabique n'a jamais été colonisée. Elle n'a été colonisée que sur ses littoraux, c'est-à-dire sur le littoral ouest, vous aviez l'Empire ottoman qui contrôlait les... Ah, je parle avant le royaume, hein, évidemment. L'Empire ottoman, à partir du XVIIe siècle, XVIIIe, XIXe, contrôle les pays, le littoral ouest, donc avec les lieux saints. Et puis les Anglais, à partir du XIXe siècle, contrôlent le littoral est, avec la colonisation sur la côte de la Trêve, avec les Émirats arabes unis, le Koweït, etc. Bon. À l'intérieur de cet espace vivent des tribus qui sont des tribus qui n'ont jamais été colonisées. Quand je dis colonisées, ça veut dire qu'elles n'ont été en contact avec aucune forme de la modernité. Elles vivaient dans une espèce d'isolement absolu qui faisait que pour elles, l'islam qu'elles pratiquaient était le seul véritable islam. C'est l'islam du prophète, puisqu'effectivement, il n'avait jamais bougé pendant 13 siècles. Et donc, tout l'islam qui s'était développé dans les cités urbaines, qui s'était développé dans toute la conquête musulmane, qui s'était développée dans l'Empire ottoman, n'étaient pour eux que des formes perverses de l'islam, dégradées, urbanisées, etc., etc. Et c'est en s'appuyant sur ces tribus, qui sont des sortes de moines soldats, hein, les Ikhwan, c'est des enfants qu'on met dans des madrasas où ils apprennent effectivement le Coran par cœur, enfin toute la formation coranique, version wahhabite, encore une fois, hein, il ne faut pas oublier de le préciser, qui est inspiré donc par un penseur de la fin du milieu du XIXe siècle, qui s'appelait Abdel Wahhab, qui va donner naissance à cette théorie politico-religieuse qui s'appelle le wahhabisme. À l'époque où cette idéologie se formalise, tous les grands docteurs de l'islam considèrent que c'est une secte. Donc la question qui évidemment se pose pour nous, c'est pourquoi cette secte est-elle devenue aujourd'hui la version marchande, si vous voulez, de l'islam, et qui se répand à peu près partout, et qui finalement arrive à modifier toutes les postures chez tous les musulmans. Alors, donc, la conquête, l'unification du royaume, si vous voulez, se fait en plusieurs temps. Elle ne se fait pas d'une seule fois, il y a des flux, il y a des reflux. N'oubliez pas qu'on est entouré par des grandes puissances, qui sont l'Empire ottoman d'un côté, qui sont la colonisation britannique de l'autre. Et puis, évidemment, la conquête par Abdelaziz Ibn Saoud va être effectivement une conquête compliquée. Bref, ça se fait dans les années 30, finalement, notamment par la prise des lieux saints, donc que contrôlait le shérif de la Mecque. Vous avez tous vu Laurence d'Arabie, vous vous souvenez de cet épisode. Le shérif de la Mecque était celui à qui on avait promis de faire la nation arabe. Ce n'est pas la première trahison qu'on a fait aux Arabes, hein, je veux dire, on peut les enfiler comme des perles, mais c'est très important à comprendre parce que un des argumentaires des salafistes, qui est celui de la rue arabe aussi, c'est que on considère le monde arabe comme notre terrain de jeu, en particulier militaire. Donc cette trahison sur le shérif de la Mecque ne va pas être complète puisque ça va donner naissance au royaume de Jordanie, au royaume de Syrie, au royaume d'Irak. C'était l'époque où c'était des monarchies. En tout cas, c'est les frères du shérif de la Mecque qui en héritent. Ibn Saoud, lui, par contre, fait l'unification du territoire. Et en particulier, il prend les lieux saints qui, évidemment, constituent un argumentaire extrêmement important pour cette famille parce que c'est une famille qui n'a aucun lien avec la descendance du prophète. Donc sa légitimité religieuse n'est pas assurée. Sa légitimité religieuse va être assurée parce que ce royaume est composé de deux éléments absolument essentiels, qui sont évidemment la dynastie, la tribu des Saoud, qui avec tous les princes, consorts, etc., enfin vous le savez, ce sont des grandes familles avec plusieurs femmes et plusieurs enfants, etc., etc., mais surtout avec l'alliance avec la dynastie, avec la famille des Al-Sher, c'est-à-dire les descendants d'Abdel Wahhab. Et c'est ce binôme, si vous voulez, qui va faire l'originalité de ce régime qui, en 1931, se constitue en État et donc va inscrire dès sa constitution la propagation de l'islam, sous-entendu version wahhabite, dans l'ensemble du monde. Donc,
cet autre aspect qui est très important, c'est que l'originalité de la doctrine salafiste, c'est on ne doit adorer que Dieu. Donc tous les intermédiaires, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de marabout, il n'y a pas d'intermédiaire, ils doivent tous disparaître. Donc vous ne pouvez pas vous appeler wahhabite, puisque ça voudrait dire que vous rendez hommage à Abdel Wahhab. Non, on s'appelle salafiste parce que seule l'imitation des compagnons du prophète est importante. Alors, quand ils prennent la Mecque, quand même, je vais vous citer un épisode, ils détruisent pratiquement tous les souvenirs historiques de l'époque du prophète. Ils ont même failli détruire la tombe du prophète. Parce que, encore une fois, le culte de l'objet, le culte du lieu, si vous voulez, perd son sens. Seule la relation avec Dieu est importante. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs entre les talibans afghans, les GIA algériens, etc., etc., et puis évidemment Daesh, c'est-à-dire la destruction de tous les sites religieux, évidemment anti-islamiques, ça c'est la moindre des choses, mais même des sites islamiques qui sont d'autres pratiques de l'islam. C'est-à-dire que dès la constitution du régime, vous retrouvez certaines des caractéristiques qu'on a retrouvées par la suite, et sur lesquelles on s'est parfois étonné, mais par cette espèce de mépris vis-à-vis de l'histoire, c'est-à-dire les wahhabites, encore une fois, sont des gens qui, aujourd'hui, préfèrent des grands hôtels internationaux sur le site de la Mecque que d'avoir, par exemple, d'avoir conservé la maison de la première femme du prophète, ou même ils ont détruit le cimetière dans lequel étaient enterrés tous les compagnons du prophète. Donc cette volonté de destruction, d'épuration, etc., est celle qu'on retrouve dans tous les systèmes révolutionnaires. On appure le passé parce qu'il faut en construire un monde nouveau. On va retrouver l'épisode avec Daesh. Donc, ce régime donc, a, dès sa constitution, quelque chose qui effectivement est extrêmement important. Encore une fois, c'est cette alliance d'une famille politique et d'une famille religieuse qui se partagent le pouvoir. La famille religieuse va assurer tout ce qui est culture, éducation, justice, etc., à condition effectivement de protéger la famille politique, c'est-à-dire les Saouds. Et ça, c'est assez important à comprendre parce que on ne peut pas raisonner seulement que sur les rapports de force à l'intérieur de la famille des Saouds, parce que, vous savez, l'Arabie Saoudite, c'est la seule PME qui siège à l'ONU, c'est une PME familiale, c'est peut-être la plus grosse PME qu'on puisse trouver, mais encore une fois, j'insiste sur le côté familial, parce que quand on explique que les rapports de force à l'intérieur du prince consort avec le cousin jointin, etc., c'est du baratin, c'est de la soviétologie, ça. En fait, c'est une famille qui règle ses comptes à l'intérieur. Donc tout ce qu'on fait, c'est de la glose en disant, oui, mais en fait, vous savez, la dernière fois, celui-là est rentré deuxième par la porte, tandis que la fois suivante, il est rentré troisième. Donc, non, je veux dire, c'est de la soviétologie. C'est comme quand on regardait la tribune sur la place rouge et qu'on se disait, tiens, celui-là, il est là, celui-là, il est là. Donc, effectivement, la hiérarchie a changé. Non, c'est une famille qui a parfaite conscience de ses intérêts et qui, encore une fois, n'a pas l'intention de les brader à l'égard de qui que ce soit. Et donc, si on n'étudie pas les deux systèmes en même temps, on ne comprend pas, à mon sens, qu'est-ce qu'est l'Arabie Saoudite. Alors, les épisodes historiques importants de ce royaume. 1931, tout le monde se fout de l'Arabie Saoudite, bien qu'il y ait du pétrole. Rappelez-vous quand même que les premières concessions de pétrole sont accordées aux Anglais, qui font quelques prospections, ne trouvent rien, et à partir du pacte du Quincy, c'est-à-dire à partir du moment où les Américains, Roosevelt revenant de Yalta, fait cette première rencontre avec Ibn Saoud, la licence britannique passe aux Américains, qui eux vont s'occuper du désert et donc vont découvrir l'importance énergétique de ce pays. Donc le pacte du Quincy, c'est cet entretien qui se passe entre le président des États-Unis et le roi d'Arabie Saoudite, dont les termes sont assez simples, c'est la garantie de sécurité contre l'énergie. Et donc effectivement, ce deal va tenir pendant un certain temps, avec un épisode, un anicroche en 1973, sur lequel on reviendra, mais dans l'ensemble, si vous voulez, ce pacte a tenu. Alors, deuxième exemple de trahison, c'est qu'on est donc en 1945, et Ibn Saoud, qui a entendu parler de la déclaration Balfour et de l'intention de créer un foyer juif en Palestine, dit « Je veux être tenu informé de ce que vous avez décidé ». Bon. Personne ne tient informé les Saoudiens, et pas les Américains non plus, quand se crée l'État d'Israël. Donc ça fait partie de cette deuxième trahison, et il y en aura plein d'autres qui font que dans la rue arabe, et en particulier en Arabie Saoudite, il y a un sentiment anti-américain, qui n'est pas dénué d'admiration d'ailleurs, mais un sentiment anti-américain qui est très fort. Donc, si vous voulez, ce régime crée ce pacte de sécurité qui va effectivement lui garantir beaucoup de choses, mais on va voir qu'au fur et à mesure du déroulement des événements, les choses vont changer. Alors, en 1945, dans les années 50, tout le monde se fiche de l'Arabie Saoudite parce que c'est un nain géopolitique. On est dans l'Est-Ouest, on est en train de construire la guerre froide, le véritable ennemi c'est l'URSS, etc., etc. Et donc, le véritable, le système d'alliance va marcher quand apparaîtra Nasser. Pourquoi ? Parce que Nasser, c'est le nationalisme arabe, c'est le panarabisme, c'est une volonté d'indépendance, c'est le soutien à l'indépendance de l'Algérie, etc. Et donc, on est dans ce système où
si on n'est pas d'accord avec nous, c'est qu'on est un ennemi. D'où l'opération de Suez franco-anglaise, si vous voulez, toutes ces erreurs historiques qu'on a faites vis-à-vis d'un mouvement qui était un mouvement moderniste, qui était celui qui a donné naissance au socialisme arabe, avec cet extraordinaire prestige qu'avait Nasser, qui va inspirer les régimes bassistes en Syrie et en Irak, qui va inspirer Boumedienne en Algérie, qui va inspirer la Libye de Kadhafi, etc. Mais le nasserisme est un profond traumatisme pour les pays du Golfe. Parce que Nasser, qui a la langue bien pendue, dit « Les Arabes feraient mieux se préoccuper des pays du Golfe et de renverser les dynasties archaïques que de s'occuper d'Israël. » À l'époque, ça fait quand même passer du vent dans les cheveux, notamment dans les pays du Golfe. Donc, les Saoudiens considèrent que si Nasser est justement cet ennemi que nous, occidentaux, considérons comme un perturbateur, eux vont monter une politique pour contrer Nasser. Alors, ce qui est intéressant dans cette politique, c'est que ce sont les bases de la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite. Nasser parle du pan-arabisme. Les Saoudiens vont y opposer le pan-islamisme. Nasser crée la Ligue arabe, les Saoudiens vont créer la Ligue islamique mondiale. Nasser s'appuie sur l'université Al-Azhar, l'université islamique d'Al-Azhar, qui est une des universités les plus prestigieuses qui soit dans le monde arabe. En face de ça, les Saoudiens vont créer l'université islamique de Médine. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont une chance historique formidable, c'est que comme Nasser persécute les frères musulmans, tous les frères musulmans qui quittent l'Égypte s'en vont en Arabie saoudite. Donc pour un pays qui n'a pas de cadre, parce qu'il n'y avait rien en 1960, il n'y avait même pas c'était un système scolaire qui commençait à se monter, il n'y avait pas de cadre. Les frères musulmans vont membrer toute l'administration, tout le système éducatif, tout le système diplomatique saoudien. Et ils amènent évidemment des idées politiques que les Saoudiens n'avaient pas, puisqu'ils amènent une connaissance du monde, des analyses que les Saoudiens étaient incapables d'avoir avec leur force propre. Donc, le nasserisme, c'est la mise en place des structures de la diplomatie religieuse d'Arabie saoudite, cette réplique. Alors, ce qui est intéressant pour nous Français, c'est que les axes de la diplomatie religieuse que développent les Saoudiens sont destinés à, à faire une politique de containment vis-à-vis du socialisme arabe. Donc, si vous voulez, c'est toute la zone sahélienne qui va être la zone d'effort, si vous voulez, de la diplomatie religieuse saoudienne, pour essayer d'empêcher la propagation de cet islam, du socialisme arabe avec cet islam moderniste que faisait Al-Azhar. Pourquoi je signale ça? Parce qu'aujourd'hui, tous les cadres qu'on a au Mali, au Niger, etc., qui représentent la communauté musulmane, sont tous des anciens de l'université de Médine. C'est-à-dire des gens qui ont été formés il y a 20 ou 30 ans. C'est le principe des commissaires politiques. Hein. Je développerai un peu là-dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a rien vu venir, parce qu'encore une fois, on est dans une situation où on n'avait pas à observer ça. C'était un nain géopolitique, l'Arabie saoudite. Donc, de toute façon, on fonctionnait sur le principe que les ennemis de nos ennemis sont nos amis, donc l'Arabie saoudite était un allié. Alors, encore une fois, c'était une préoccupation assez secondaire. Qu'est-ce qui va changer dans le paysage? C'est 73, évidemment, c'est-à-dire la crise du pétrole. Et surtout, les 5 ans, 73-79. Pourquoi? Parce que, avec la crise du pétrole, l'Arabie saoudite, tout à coup, se retrouve richissime. C'est-à-dire, tout à coup, il y a des masses d'argent extraordinaires qui arrivent en Arabie saoudite. Donc, évidemment, si vous voulez, comme disait un copain saoudien, il disait, mais on est passé directement de la tente à l'ascenseur à air conditionné. C'est-à-dire que d'un seul coup, si vous voulez, toute la modernisation s'est faite à marche accélérée, avec le passage directement du 4x4 à la maison à air conditionné, etc. Et or, vous avez une structure intellectuelle et une structure religieuse qui a résisté à cette modernisation. C'est-à-dire, la thématique politique de l'époque, c'était la modernisation sans le changement. Ça, c'était l'affichage. Mais en fait, vous aviez au contraire, dans la hiérarchie religieuse en particulier, l'impression que cette société se transformait, qu'apparaissaient des choses qu'on ne maîtrisait pas, qui étaient le cinéma, qui était le téléphone, qui était la radio, etc., etc. Toutes choses qui étaient évidemment des ouvertures par rapport à une société dont, encore une fois, les fondements étaient une espèce d'isolement complet. Et donc, les craquements vont se présenter en 79. Alors, 79, c'est vraiment une année terrible pour l'Arabie saoudite parce que, première chose, révolution islamique en février, révolution islamique à Téhéran. La révolution islamique à Téhéran, c'est le retour des chiites dans l'histoire. C'est-à-dire que le Shah d'Iran, lui, s'en fichait, il n'affichait jamais qu'il était un monarque chiite. Lui, c'était le grand frère, de toute façon, tout le monde lui obéissait. C'était la puissance régionale incontestée de la région. Khomeini, vous voyez le personnage, c'est effectivement un religieux qui prétend construire une espèce d'islam révolutionnaire. Et quand vous dites révolutionnaire à des Saoudiens, vous faites trembler toute la hiérarchie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un islam populaire, c'est l'idée qu'il faut gérer les lieux saints en collectivité et non pas les laisser à la seule disposition des Saouds. C'est tous les heurts qui vont se passer au moment des pèlerinages. Alors par exemple, c'est très rigolo comment se passe le pèlerinage quand vous aviez des contingents chiites après la Révolution.
il y a une manifestation au moment du pèlerinage à la Mecque qui est comment dire, on jette des pierres sur Satan qui est symbolisé par le mont Arafat. Et donc, théoriquement, c'est le Satan, représentation divine, ange déchu. Bon. Les Iraniens ont profité pour jeter des pierres sur le grand Satan et le petit Satan. Donc vous voyez tout de suite la dérivation politique, c'est-à-dire il y avait des proclamations anti-américaines, anti-israéliennes, etc. Ce qui évidemment était très urticant pour le régime. Donc en général, les policiers chargés, je crois que les chiffres ça varie entre 350 et 750 morts selon les moments du pèlerinage, parce qu'il y a les mouvements de foule habituels, et puis évidemment quand vous avez une charge de police, c'est pas des gens futiles qui vont discuter parce qu'un jeune étudiant a été bousculé. Je veux dire, c'est quand même des gens sérieux. Je veux dire, quand il y a une répression policière, ça fait tout de suite des chiffres très impressionnants. Donc ça vous fait cette espèce de schisme révolutionnaire est effectivement une première raison d'un souci qui évidemment vient se doubler de cette opposition arabe-perse, si vous voulez, qui évidemment elle est une espèce de structure de réflexion de long terme et qui est une trace importante dans la région. Deuxième événement qui est extrêmement préoccupant, toujours dans l'année 79, c'est l'occupation de la Grande Mosquée. Alors, la Grande Mosquée est occupée par des étudiants du Grand Moufti, c'est-à-dire de la hiérarchie religieuse officielle d'Arabie Saoudite. Ce sont des étudiants qui trouvent que la modernisation du régime, la corruption des princes, etc., sont des choses qui sont insupportables. Et donc, ils font un commando, ils occupent la Grande Mosquée, ils mettent des snipers sur les minarets, et en fait, comme la Grande Mosquée est, comment dire, un certain nombre de souterrains dans la Grande Mosquée sont extrêmement difficiles à contrôler, ils s'installent dans une position de, si vous voulez, de sanctuaire extrêmement difficile à déloger. Alors, se pose un problème religieux immédiatement, c'est comment faire intervenir la force dans un espace où théoriquement elle n'y a pas accès, elle n'y a pas lieu d'être. Bon. Donc, le roi réunit le grand moufti qui va réunir un collège d'oulémas pour leur poser la question, c'est-à-dire y a-t-il une bonne raison d'autoriser l'usage de la force? Les oulémas qui savent très bien que leur propre sort est lié à celui de la dynastie des Saouds vont faire preuve de cette intelligence casuistique dont seuls les jésuites étaient capables jusque-là, c'est-à-dire ils vont essayer de montrer pourquoi c'est possible de faire l'intervention militaire. Alors, le raisonnement est assez astucieux puisque les assaillants donc, disent ce régime est corrompu, on va vers la fin du monde, thématique qu'on va retrouver chez Daesh, et donc le retour du Messie annoncé par le prophète est en train de se passer. D'ailleurs le Messie on le connaît, c'est notre cousin, il est là dans le groupe. Et les oulémas disent, oui c'est vrai que le prophète a annoncé le retour du Messie, mais le Messie viendra pour réprimer et détruire les régimes corrompus et impies. Or, le régime saoudien n'est ni impie ni corrompu, donc ce n'est pas le Messie. Donc on peut y aller. Bon, le problème, c'était la technique militaire qu'ils n'avaient pas. Donc, les Saoudiens font appel au GIGN, hein, comme vous le savez, vous vous souvenez de cet épisode, et le GIGN va guider l'attaque, si vous voulez, pour libérer les lieux saints. Bon, il y a un épisode théologique sur lequel j'ai jamais réussi à avoir la lumière, c'est-à-dire, on a converti les gendarmes du GIGN rapidement. La seule question à laquelle j'ai jamais eu de réponse, c'est de savoir s'ils avaient été circoncis pour le besoin ou pas. Donc si vous connaissez des gens du GIGN, posez-leur la question, parce que ça serait à la limite théologiquement fragile comme appel à des contributeurs extérieurs. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que à chaque fois que le régime, pour sauver sa tête, j'entends le régime des Saouds, en appelle aux mécréants, il va toujours s'en expliquer vis-à-vis de sa hiérarchie religieuse. Et sa hiérarchie religieuse, qui est loin d'être bête, trouve toujours une bonne explication pour dire que c'était la bonne décision, mais en échange, ils obtiennent plus de pouvoir, plus de moyens, plus de contrôle de la société. Et ça, c'est un processus qu'on va retrouver dans beaucoup d'épisodes. Donc, deuxième épisode de 79, c'est l'occupation de la Grande Mosquée, qui est un véritable choc. Hein. Il y a quand même 65 types qui sont décapités dans 4 villes du royaume, retransmis en direct. Ce n'est pas la finale de la Coupe du Monde de handball, c'est du direct, si vous voulez, avec décapitation publique. 64 décapitations à la télé, ça doit finir par lasser au bout du compte. Hein. Le spectacle manque de variété. Il n'y a jamais eu un mot de protestation des défenseurs des droits de l'homme à l'époque. Il n'y en a pas plus eu d'ailleurs quand il y a eu les 45 décapitations il y a quelques 6 mois. Donc ça, c'est un deuxième trou noir de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'on peut donner des leçons de droits de l'homme à qui on veut, à la Chine, on peut en donner à l'Iran, on peut en donner à tous les... Mais l'Arabie Saoudite, les droits de l'homme sont respectés. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison de les critiquer puisqu'il n'y a pas de droits de l'homme. Donc effectivement, c'est un vide sur lequel on a du mal à construire un discours politique. Donc, deuxième épisode extrêmement important de 79, c'est l'occupation de la Grande Mosquée.
Troisième épisode extrêmement important, c'est évidemment en décembre l'occupation l'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, qui va permettre d'évacuer tous ces jeunes gens turbulents, si vous voulez, qui encore une fois se sont manifestés à l'intérieur du système et qui maintenant vont pouvoir être déplacés en Afghanistan pour aller vraiment se battre contre les soviétiques. Alors, je m'arrête une minute sur l'Afghanistan parce que l'épisode est très intéressant. Encore une fois, on est dans un système binaire, on est à l'époque de la guerre froide. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Donc l'essentiel de l'aide américaine aux Moudjahidines va passer par l'Arabie Saoudite et par la structure militaire du Pakistan, puisque à l'époque c'est le maréchal Zia qui dirige le Pakistan. Et donc par principe, les Saoudiens vont aider les Moudjahidines. Déjà à l'époque, la DGSE alertait sur le fait que l'essentiel de l'aide allait aux plus islamistes de tous les Moudjahidines, c'est-à-dire à Saïaf, Gulbuddin al-Patia, etc. Mais on ne savait pas quoi en faire de cette information, puisqu'on se disait de toute façon, c'est pas grave, ils connaissent mieux que nous la situation. Le véritable diplomatie de l'Arabie Saoudite, c'était encore une fois dans l'axe de cette diplomatie religieuse dont je vous ai décrit les grandes caractéristiques, c'était de développer au Pakistan, avec l'accord du maréchal Zia, des madrasas wahhabites qui allaient former notamment chez les jeunes Afghans des jeunes gens qui allaient sortir quelques années plus tard, qui s'appellent les talibans, c'est-à-dire les étudiants en religion. C'est-à-dire, on n'a absolument rien vu venir. Parce que, rappelez-vous, grâce à BHL, on s'est intéressé au commandant Massoud, on disait, regardez, en Afghanistan, ils vont avoir des élections, etc. En fait, le phénomène majeur qu'on ne voyait pas venir, c'était la préparation du régime des talibans, qui, encore une fois, est arrivé à tout emporter, parce que, à la fin d'une guerre civile, ceux qui vous décapitent les voleurs et les escrocs et les mauvais dirigeants, ben ceux-là, en général, ils ont une espèce de bouffée d'oxygène de popularité, et les talibans, dans leur premier régime, première époque, si vous voulez, ils ont eu effectivement cette popularité à l'intérieur de l'Afghanistan. Mais, c'est pas grave. Encore une fois, on est dans l'Est-Ouest. C'est l'époque où George Bush reçoit des représentants des talibans pour faire un pipe qui contournerait l'Iran pour évacuer le pétrole d'Asie centrale. Bon. Donc cette année 79 est une année particulièrement perturbante, si vous voulez, pour l'Arabie Saoudite, mais c'est pas grave, le régime va survivre parce qu'encore une fois, il a de l'argent, c'est-à-dire que toutes les crises sociales sont facilement gérées par deux moyens qui sont assez simples, l'expulsion des étrangers et évidemment l'augmentation des subventions. Troisième époque, 1991. 1991, c'est-à-dire la guerre du Golfe. Alors, quand en 1989, les soviétiques se retirent d'Afghanistan, ce qui est intéressant, c'est que nous, nos stratèges occidentaux, disent « Bon, on a gagné, l'Union soviétique a subi une grave défaite ». Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est Ben Laden qui dit « Mais nous avons gagné, nous avons battu la plus grande armée conventionnelle du monde, et nous, forces arabes islamiques, nous sommes capables de battre n'importe quelle armée au monde. » Ce qui fait que quand se passe l'invasion du Koweït, Ben Laden dit à la monarchie saoudienne, nous pouvons assurer la défense du royaume. Mais les Saouds, je ne sais pas pourquoi, ils ont plus confiance dans l'armée américaine que dans les propositions de Ben Laden, et donc ils font appel, encore une fois, à l'opération Tempête du désert que vous connaissez, où donc tout à coup vous avez 150 000 hommes qui vont débarquer sur le territoire saoudien, théoriquement interdit aux non-musulmans, et donc évidemment, là aussi, ça provoque quelques troubles. Alors il y a plusieurs choses qui troublent. D'abord le fait qu'il y a des femmes qui portent l'uniforme, qui conduisent, etc., etc. Et puis évidemment, vous avez la rumeur classique, c'est-à-dire dans les 150 000, je ne sais pas pourquoi, court la rumeur qu'il y a 15 000 juifs. Je ne sais pas comment ils ont ces statistiques, mais c'est très intéressant comme rumeur, parce que c'est le moyen de dénaturer, si vous voulez, l'autre. Donc vous connaissez la fin de l'histoire, effectivement, non seulement les Américains en l'emportent, mais en plus, ils restent sur le territoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une situation qui, évidemment, met Ben Laden dans une grande fureur, et c'est le début des premiers attentats sur le sol saoudien, faits par des anciens ou des proches de Ben Laden, pour essayer non seulement d'attaquer les Américains, mais attaquer aussi le régime. Comme ils ne sont pas très bons, des fois ils font exploser des compounds dans lesquels ils tuent plus de musulmans que d'Américains, par exemple. Mais ça ne fait rien, c'est le geste, c'est-à-dire que ce territoire n'est plus une espèce de havre de paix, y compris pour les musulmans. Ce qui est intéressant après 91, vous remontrez, si vous voulez, cette mécanique d'articulation entre le religieux et le politique. Après 91, tous les cinémas de Riyad ferment, tous les théâtres de Riyad, les bibliothèques de Riyad ferment, etc. Des amis femmes qui, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, allaient en Arabie Saoudite, disaient « je pouvais conduire, je n'étais pas obligé de me couvrir, je pouvais sortir les bras nus ». Après ça, si vous voulez, ils ont vu progressivement ce contrôle de la société s'installer, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de passer par les mêmes règles, c'est-à-dire le voile pour les femmes, qu'elles soient étrangères ou pas, interdiction de conduire, etc., etc. Donc vous voyez cet équilibrage, à chaque fois qu'il y a crise, c'est plus de religion.
Autre épisode évidemment intéressant, c'est 2001, c'est-à-dire le 11 septembre, où là vous avez 15 Saoudiens sur 19 terroristes dans le groupe qui attaque le World Trade Center, mais l'épisode est moins cette présence des 15 Saoudiens sur 19 que l'attitude de George Bush qui, le Congrès ayant demandé un rapport sur les dysfonctionnements du renseignement américain, donc sort un gros rapport dans lequel il y a 20 pages ou 19 pages sur la responsabilité des Saoudiens. George Bush classifie ces 28 ou 29 pages, je ne me souviens plus du chiffre exactement, vous le trouverez dans ce très bon bouquin que j'ai écrit. Ce qui est intéressant, c'est qu'il classifie ces pages qui concernent l'Arabie Saoudite. Donc personne n'y a accès. Et il sort ce fantastique discours en janvier 2002, c'est-à-dire 3 mois après les attentats, dans lesquels il va accuser l'Irak, l'Iran et la Corée du Nord. Vous imaginez la tête des Nord-Coréens qui se disaient qu'ils étaient d'un seul coup désignés comme cible de l'axe du mal. Mais ce qui est extraordinaire, ce n'est pas le délire, ou en tout cas, si vous voulez, cette mécanique machiavélique qu'installe George Bush, c'est le fait qu'on adhère, nous, à l'idée de la guerre globale contre le terrorisme et la prolifération. C'est quand même la première fois de l'histoire qu'on fait la guerre contre des concepts. Avant, on faisait la guerre à des ennemis, on fait la guerre à des pays, on fait la guerre à des groupes. Là, on fait la guerre à des concepts. Alors, terrorisme international, reportez-vous à la liste publiée par le département d'État après 2001, où vous avez 284 groupes qui sont qualifiés de terroristes. Vous savez, quand on parle des Palestiniens, ça pose toujours un problème, parce que est-ce que c'est du terrorisme international ou est-ce que c'est du terrorisme national? Selon le point de vue que vous avez, on peut considérer que c'est du terrorisme de libération, d'autres considérant que c'est du terrorisme international. Mais c'est pas grave, on adhère. Première conséquence, vous la connaissez, c'est l'invasion en Afghanistan sous la belle OTAN. Encore une fois, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les Anglais, pendant la belle époque impériale, s'étaient cassés les dents en Afghanistan. Les Soviétiques, à la belle époque de l'armée rouge, s'étaient cassés les dents en Afghanistan. Mais nous, c'est pas grave, on va y aller, parce qu'on va libérer l'Afghanistan. Accessoirement, vous aviez un argumentaire que je trouve toujours très truculent, c'était libérer la femme afghane. Les femmes sont un objet, si vous voulez, de diplomatie internationale remarquable. Quand on n'a jamais mis les pieds en Afghanistan et qu'on dit on va aller libérer les femmes afghanes, je veux dire, c'est quand même assez fascinant de penser qu'il y a des gens qui ont pensé à ça. Bon. Et bref, résultat de l'Afghanistan, c'est très simple. Plus longtemps que les Soviétiques, le même effort de défense, plus les forces de sécurité privées, l'extension de la guerre au Pakistan, pour le résultat que vous connaissez, c'est-à-dire en fait le retour probable des talibans dans les années à venir. C'est-à-dire que nous n'apprenons jamais. On y va par alliance. Heureusement, on a eu effectivement le sursaut de Jacques Chirac au moment de l'invasion en Irak, mais vous avez quand même la moitié de l'Europe qui a suivi George Bush en Irak. Donc, cet épisode, si vous voulez, 11 septembre et l'enchaînement, est un épisode qui, encore une fois, est une erreur stratégique absolument majeure, parce qu'encore une fois, on a refusé de désigner le pays qui était principalement responsable pour des intérêts économiques, pétroliers, tout ce que vous voulez. Et l'enchaînement des guerres qu'on a fait était une manière, comme là dans les films des Marx Brothers, si vous voulez, où vous avez donné une gifle à un type, qui la donne à un autre, qui la donne à un autre, si vous voulez, et on ne cherche jamais quelle est l'origine exacte de celui qui a déclenché la première gifle. Et là, c'est un tour de passe-passe stratégique qui est assez fascinant. Alors, comment s'est constitué le régime de diplomatie religieuse? En quelques mots, si vous voulez, la description. Ce système, qui est intéressant à étudier comme système, encore une fois, ce n'est pas la base théologique. Je ne crois pas que j'ai réussirais mon examen si je devais devenir ouléma en Arabie Saoudite. Ce qui est intéressant, c'est le fonctionnement général du système. Et c'est un mélange extrêmement intelligent entre le soft power à l'américaine et la propagande soviétique. Pourquoi je dis ça? Parce que la comparaison avec le système américain est facile à faire. Une politique publique qui est la propagation de l'islam wahhabite, des grandes familles richissimes qui vont financer sur fonds privés, des grandes fondations privées, des ONG humanitaires qui vont aller dans le bon sens, des politiques d'investissement et de financement, notamment aux États-Unis, dans les fondations des anciens présidents, des financements de chaires dans les universités, la constitution de groupes de médias. Donc vous retrouvez, si vous voulez, tous les systèmes qu'on avait connus avec l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se complète avec un deuxième système, qui est le système, si vous voulez, qu'on peut comparer à l'université Lumumba qu'il y avait à Moscou, c'est-à-dire une politique pour attirer des cadres, pour les former à Médine, et puis ensuite pour les renvoyer dans le pays. Alors, comment ça se passe?
L'essentiel de l'action diplomatique religieuse de l'Arabie Saoudite consiste un peu partout à créer des madrasas, c'est-à-dire des écoles religieuses, des tribunaux islamiques, etc., etc. Ces écoles religieuses, notamment dans l'Afrique qu'on connaît bien, viennent évidemment concurrencer le système public qui, lui, est en pleine déliquescence. C'est-à-dire pour des parents, pouvoir les mettre leurs enfants dans une école où ils auront à manger, où ils auront les livres gratuits, où on va leur apprendre l'arabe et la bonne religion, etc., c'est une tentation à laquelle il est difficile de résister. En général, une fois que les madrasas sont installés, on demande l'équivalence des diplômes délivrés par les madrasas par rapport au système public. Donc, si vous voulez, là, on recrute les meilleurs, et ces meilleurs, on va leur proposer une bourse pour aller en Arabie Saoudite. La différence avec l'université Al-Azhar, c'est que l'université Al-Azhar, qui est pauvre, n'a pas de bourse à offrir. Donc, évidemment, quand vous allez drainer des gens qui veulent faire une formation religieuse et que vous leur dites « venez donc chez nous, vous aurez une bourse, vous aurez le transport gratuit », etc., etc., en général, ça marche. Alors, quand même, pour être totalement clair, dans le contrat de bourse, donc il y a effectivement des subsides, il y a le logement gratuit, il y a le transport gratuit. Je crois que le transport, c'est simplement entre la cité universitaire, la mosquée et l'université. Hein, c'est pas en dehors de ça. Mais enfin bref, c'est quand même pas mal, ça fait beaucoup d'avantages gratuits. Mais, condition extrêmement importante, il est hors de question que l'étudiant demande la nationalité saoudienne ou entende rester sur le sol saoudien. Et ça, c'est très très significatif. Ça veut dire que ces gens-là doivent repartir faire de la prédication dans leur pays d'origine. Donc vous avez le système de l'université Lumumba, c'est-à-dire on forme des cadres de commissaires politiques. Moi j'en ai recensé avec différentes sources, mais difficile à recouper, environ 30 000 en une trentaine d'années, donc ça fait quand même un flot assez important, parce que ces gens-là, rentrés dans leur propre pays, ont une espèce de prestige parce qu'ils ont fait leur formation coranique dans le pays des lieux saints de l'islam, parce qu'ils ont appris l'arabe, souvent dans des pays où les autres ne parlent pas l'arabe, etc. Et l'autre comparaison avec le système soviétique, c'est évidemment l'idéologie totalitaire, c'est-à-dire que vous apprenez à répondre à tout. Alors, qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple? Quand il y a eu l'affaire Clinton-Monica Lewinsky, il y a eu un débat très important sur Al Jazeera pour savoir si la fellation était halal ou pas. Ce qui est une question importante, mais le point épineux, c'était pendant le ramadan. Vous voyez bien pourquoi ça pose problème. On a eu effectivement, qu'est-ce qu'il y a eu encore comme... Ah si, l'histoire du burkini, par exemple, c'est très intéressant parce que nous, on dit le burkini, c'est le maillot de bain islamique, c'est intolérable sur les plages de Corse, etc. Et vous avez évidemment les salafistes français qui disent pas du tout, c'est de la liberté de conscience. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un débat chez les salafistes en disant, mais pas du tout, quand ces femmes sortent de l'eau, le vêtement colle à la peau, donc on voit leur forme, donc ce sont de véritables putes, donc il faut les lapider. L'avantage de le faire sur la plage, c'est que vous avez les cailloux à portée de la main. Donc c'est extraordinaire, parce que vous avez une chose et son contraire, parce que vous avez une idéologie totalitaire qui peut vous permettre d'expliquer ce que vous voulez. Bon. Donc je vous donnerai, si vous voulez, il y a dans le livre un certain nombre de numéros de téléphone en Arabie Saoudite. Si vous avez des questions, vous pouvez les appeler. Il y a réponse à tout. C'est simple, il y a réponse à tout. Et c'est encore une fois, c'est comme le système communiste. Alors, je reste une minute sur ce système-là, parce que pourquoi l'Arabie Saoudite est si influente? Comment est-ce qu'elle agit, si vous voulez, pour arriver à passer à travers les gouttes après le 11 septembre, pour continuer à avoir des relations comme celles qu'elles ont en France, etc. L'Arabie Saoudite ne peut pas compter sur une diaspora. Il n'y a pas de Saoudiens vraiment en quantité vivant à l'étranger. Donc, c'est une capacité d'influence, si vous voulez, qui se fait évidemment par les élites. Alors, je raconte un épisode dans le livre que j'ai tiré d'un livre américain, d'un journaliste qui a vécu longtemps là-bas. Quand les Saoudiens ont voulu acheter des avions AWACS. Les AWACS sont, vous savez, ces avions radars avec le grand radome là, qui permettent de faire de la surveillance à très longue distance. Donc le Congrès ne voulait pas voter l'autorisation d'exportation. Et alors, ça embêtait beaucoup le roi d'Arabie Saoudite, donc qui en discutant avec son ambassadeur à Washington, son ambassadeur lui dit, ben écoute, c'est très simple, tu retires 200 millions de dollars de la banque Rockefeller et puis tu les mets dans la banque je ne sais pas quoi. Dès le lendemain, Rockefeller part de New York pour venir à Washington voir l'ambassadeur. Il demande rendez-vous. L'ambassadeur lui dit, cet après-midi je ne peux pas, j'ai piscine, demain je ne peux pas, je vais jouer au golf, après-demain j'ai des rendez-vous, mais par contre jeudi je vais aller au Congrès pour assister au vote sur les AWACS. Il ne peut pas y avoir de message plus clair. Effectivement, le jeudi, l'autorisation d'exportation des AWACS a été levée. C'est-à-dire que les moyens de pression passent par les élites. Ce n'est pas de la manifestation de masse, ce n'est pas ce genre de choses comme ça, où vous avez vu le débat pendant l'élection présidentielle américaine, où on a accusé la fondation Clinton d'avoir reçu de l'argent de l'Arabie Saoudite. C'est vrai, mais toutes les fondations en ont reçu. Parce qu'encore une fois, c'est une stratégie d'influence, ce n'est pas une stratégie de masse. Bon, pour la France, je n'ai pas fait le travail, je sais simplement que l'Arabie Saoudite a passé des contrats avec les 4 plus grosses boîtes de relations publiques de Paris,
Publicis, c'est-à-dire Madame Badinter, Havas, Admeo, puis la quatrième, je ne sais pas pourquoi, elle a voulu rester secrète. Donc, vous voyez le système, c'est tout à fait un système tout à fait différent, et le but est évidemment d'améliorer l'image de ce charmant pays, religion de paix et d'amour. Alors, pour ce qui concerne les actions à l'extérieur, moi j'ai eu une chance, enfin qui m'est pas propre, c'est que Wikileaks a publié 60 000 documents diplomatiques saoudiens. Ces documents, d'après ce que dit Wikileaks, ont été interceptés par un Yéménite qui a réussi à casser les systèmes de sécurité saoudiens. Et donc, ils ont publié 60 000 documents diplomatiques qui sont donc un matériau de première main. Les Saoudiens ont interdit qu'on les lise, on peut le comprendre, mais il reste que c'est effectivement du matériau dont la crédibilité ne peut pas être mise en doute. Donc on a, si vous voulez, à travers ça, non seulement, on a plusieurs niveaux de conclusion. D'abord, le fait que c'est une politique planétaire. C'est-à-dire c'est très impressionnant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une volonté à peu près systématique dans tous les pays où il existe des communautés musulmanes, avec des stratégies d'ailleurs assez différentes, de pousser la propagation du salafisme. La deuxième caractéristique, c'est que cette décision remonte au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire c'est un conseil qui se situe près du roi, où vous avez le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires religieuses, le ministre du Renseignement, le ministre de l'Intérieur, enfin bref. Donc toutes les décisions, si vous voulez, qui doivent être prises à droite ou à gauche dans le monde sont des décisions qui sont pensées, jugées politiquement. Bon. Souvent, ce qui rend la lecture difficile quand on se place dans le pays d'accueil, c'est qu'il y a un mélange d'actions privées, de Ligue islamique mondiale et d'actions directes du régime saoudien. Mais quand on regarde les télégrammes diplomatiques, on a effectivement ce sentiment de cette politique totalitaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme axe premier ou comme axe important? D'abord, il y a ce que j'ai appelé les pays du premier cercle, c'est-à-dire le Yémen, le Pakistan, l'Égypte sont les pays prioritaires pour l'Arabie saoudite. C'est pour ça que, si vous voulez, quand se passent les révolutions arabes et que Morsi, représentant des frères musulmans, gagne les élections en Égypte, ça inquiète fondamentalement les Saoudiens, d'où ce changement de portage, plutôt les militaires que les frères musulmans. Deuxième région, c'est les pays, deuxième genre de pays, c'est les pays dans lesquels il y a des grosses communautés chiites. Paradoxalement, le pays qui a la plus grosse communauté chiite après l'Iran, c'est l'Inde. Et donc, il y a un gros effort en Inde pour aller dans les régions dans lesquelles il y a des fortes communautés musulmanes, encore une fois, pour faire de la propagande anti-chiite. Les Indiens se plaignent d'ailleurs de la venue de nombreux prédicateurs saoudiens, qui évidemment posent problème. Alors ensuite, vous avez effectivement dans un certain nombre de pays, par exemple, dans les pays qui ont connu une crise où est impliquée une minorité musulmane, par exemple la Bosnie. Vous avez un très gros effort de salafisation en Bosnie, qui évidemment se heurte à des résistances locales, mais il y a des villages aujourd'hui dans la montagne, il y a eu des rapports européens sur le sujet, dans lesquels les types se sont enclavés après la fin de la guerre, et où ils tiennent la totalité du village, et où ils ne pratiquent que le culte salafiste. Alors, pour ce qui nous concerne, nous, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il s'est passé au Canada, il y a une dizaine d'années, une conférence dont le thématique était comment propager l'islam dans les pays développés. Et les conclusions sont très intéressantes parce qu'en gros, il y a une distinction entre les pays communautaristes et les pays laïques. Dans les pays communautaristes, genre Grande-Bretagne, Belgique, Canada, etc., l'idée c'est que les musulmans doivent, si d'autres communautés ont des droits, les musulmans doivent avoir les mêmes droits. Ce qui, sur le plan juridique, est effectivement inattaquable. La mise en œuvre de cette revendication se traduit par deux choses, c'est les écoles coraniques, donc système d'enseignement, et les tribunaux islamiques, donc système de justice. Pourquoi ? Parce que, par exemple, au Canada, les Ukrainiens ont un droit commercial propre, donc ils ont des tribunaux commerciaux qui s'articulent avec la justice canadienne, mais, si vous voulez, il y a des sphères juridiques qui peuvent être considérées comme communautarisées. Bon, pour les écoles coraniques, en Angleterre, aux États-Unis, il y a eu rapport des systèmes d'inspection qui en arrivaient à la conclusion quand même que d'enseigner le programme saoudien aux États-Unis et au Canada, ça pouvait finir par poser quelques problèmes parce que c'était un programme évidemment totalement antisémite, totalement intolérant, dans lequel le voyage scolaire c'était le pèlerinage à la Mecque et dans lequel on interdisait toute la célébration de toute autre fête que les fêtes musulmanes, par exemple. Bon, séparation absolue des garçons et des filles, enfin vous imaginez. Pour les tribunaux islamiques, là, ça a posé des problèmes beaucoup plus sérieux, puisque, comme vous le savez, dans le droit coranique, frapper sa femme n'est pas un délit. Les règles sont simplement sur le lieu où vous pouvez frapper. Et donc, vis-à-vis des associations féministes canadiennes et vis-à-vis même des tribunaux canadiens, ça a posé un problème grave. Donc, les Canadiens sont revenus en arrière.
Donc ça, c'était le système, si vous voulez, dans les pays communautaristes. Dans la France, comme ou les autres pays laïcs, bah, c'est simple, l'articulation, la thématique, c'est ces pays sont islamophobes. C'est simple comme conclusion, puisque dans la mesure où on ne veut pas faire de distinction entre les musulmans et les autres, c'est donc qu'on est islamophobe. Donc vous avez un représentant de cette catégorie dans le système politique français qui s'appelle le Collectif contre l'islamophobie en France, qui est effectivement un groupement, si vous voulez, de construction de la victimisation des musulmans en France. Quand je faisais le rapport sur la contre-radicalisation en 2014, je les avais appelés parce que je voulais leur demander quel était leur sentiment sur l'évolution de la radicalisation de certains musulmans. Et la porte-parole, qui est une convertie, me disait non, nous, ça ne nous concerne pas. Quand même, quand vous avez une affaire comme Mera, vous devez être concerné, puisque quand même, il doit y avoir une campagne de presse. Non, nous, ça ne nous concerne pas. Nous ne sommes concernés que par les actes islamophobes. Je dis, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de discuter avec le CRIF. Alors, il y a un grand silence, en général, quand vous leur dites ça. Et puis, je leur dis, mais quand vous avez un juif intégriste et un musulman radical qui se tape sur la gueule, c'est quoi? C'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie? C'est le premier qui déclare qui a raison? Alors là, je ne sais pas pourquoi la communication s'est interrompue. Donc, lisez les communiqués du CCIF sur certains événements, c'est odieux, odieux. Quand il y a eu l'assassinat du père Hamel, à Saint-Étienne-du-Rouvray, ils ont fait un communiqué disant « Nous condamnons toutes les formes de violence terroriste, mais attention à la montée des actes islamophobes. » Dans le genre, il y avait que les communistes qui avaient dépassé ce seuil de bêtises dans la propagande. Donc, si vous voulez ça, vous avez un représentant qui fonctionne d'ailleurs assez bien, qui est donc le CCIF, et qui donc voit de l'islamophobie partout. Probablement d'ailleurs dans ma posture aussi, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, dans la communauté musulmane française, ces gens sont absolument considérés comme, comment dire, des intermédiaires odieux, c'est-à-dire des gens qui dénaturent l'intégration des musulmans dans la communauté française, et c'est véritablement une espèce d'instrument construit uniquement pour, à chaque fois, poser le problème sous l'angle de l'islamophobie. Et le reste des musulmans les honnissent. Alors, donc, si vous voulez, la problématique d'ensemble est assez simple, comme je vous le disais, donc c'est pays communautaristes ou pays laïcs. Alors, j'en termine, si vous voulez, sur la situation de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Bon, finalement, la situation n'est pas si brillante que ça, parce que, d'abord, les frères musulmans. Comme je vous le disais, donc, quand Nasser persécute les frères musulmans, ils sont accueillis en Arabie Saoudite. Mais en 91, quand il y a l'invasion du Koweït, les frères musulmans, la haute hiérarchie, se solidarisent non seulement avec Ben Laden, mais aussi avec Saddam Hussein, en disant « Il ne faut pas appeler les mécréants à la rescousse ». Donc, les Saoudiens trouvent ça insupportable, et donc, ils expulsent les frères musulmans. Quand il y a les révolutions arabes, il y a 4-5 ans, évidemment, comme les élections portent presque partout les frères musulmans au pouvoir, c'est un immense traumatisme pour l'Arabie Saoudite. Donc là où c'est possible, comme vous l'avez vu en Égypte, les Saoudiens préfèrent soutenir un militaire plutôt que soutenir un gouvernement géré par les frères musulmans. Deuxième chose, la corruption du régime monarchique est évidemment très, très forte. Donc vous avez même à l'intérieur de l'Arabie Saoudite, et surtout depuis 1991, un mouvement d'opposition sur le plan religieux, qui s'appelle la Sarwa, c'est-à-dire la Renaissance, et qui va demander en fait quelque chose qui ressemble beaucoup au système iranien, c'est-à-dire le principe de la tutelle du politique par le religieux, c'est-à-dire une espèce de guide moral religieux qui orienterait les décisions du régime. Bon. Comme vous imaginez bien, les Saoudiens sont pas du tout, enfin les Saouds ne sont pas du tout décidés à appliquer ce genre de choses, donc répression, rachat, c'est toujours possible, et donc en général, si vous voulez, l'opposition s'est calmée, les plus turbulents restant aujourd'hui chez nous, c'est-à-dire qu'ils sont principalement à Londres. Troisième chose, c'est évidemment les poussées salafistes qui se sont concrétisées dans Al-Qaïda et dans Daesh. Bon, Daesh, aujourd'hui, est en train de prendre le pas sur l'Arabie Saoudite pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont proclamé le califat. Le califat, c'est la forme politique qui, par nature, est une forme supranationale, une forme politique nouvelle, et qui donc va appeler, si vous voulez, tous les régimes arabes, quels qu'ils soient, ses gouverneurs. C'est dans le discours d'Al-Baghdadi, il les qualifie de gouverneurs, c'est-à-dire qu'ils sont sous son autorité. Deuxième chose, il se prétend, si vous prenez toute la titulature, Abou Bakr, donc descendant du premier calife de l'histoire de l'islam, il se prétend Al-Qurayshi, donc appartenant à la dynastie du prophète, donc il se donne une légitimité religieuse supérieure à celle des Saouds. Troisième remarque, non seulement Daesh a marginalisé Al-Qaïda, mais Daesh a réussi à symboliser la défense des sunnites contre les chiites. Donc l'Arabie Saoudite, et on l'a constaté dans le déploiement militaire, n'a pas du tout l'intention de se battre contre Daesh, parce que ça veut dire qu'ils se battraient contre un régime qui applique exactement les mêmes principes qui sont les principes intérieurs.
le paradoxe pour notre stratégie à nous, c'est qu'on défend, on attaque les Daesh parce qu'ils coupent les mains des voleurs, ils décapitent les autres, ils oppriment les femmes, ils interdisent les autres religions, pour défendre l'Arabie Saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdisent les autres religions. Donc il y a une espèce de schizophrénie dans notre diplomatie, mais qui apparemment ne préoccupe pas nos dirigeants. Par contre, les Saoudiens savent très bien qu'ils ne peuvent pas se battre contre Daesh. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont montrer qu'ils sont en compétition, en concurrence avec Daesh, donc ils vont casser du chiite, d'où la guerre au Yémen. Là où nous sommes particulièrement hypocrites, c'est qu'on va se plaindre de le bombardement d'Alep, si vous voulez, mais qu'on ne va jamais parler du bombardement des sites que les Saoudiens bombardent au Yémen. En particulier, il y en a un hôpital de MSF qui a été détruit par un bombardement saoudien, et bizarrement, on s'est tué. Donc, si vous voulez, Dr Frankenstein voit revenir son monstre. Simplement, si vous avez lu la nouvelle de Mary Shelley, dans la fin de la nouvelle, le docteur, il s'en va avec son monstre, il disparaît. Nous, on voudrait sauver le docteur et tuer le monstre. Je trouve ça un peu limité comme analyse politique, mais c'est apparemment ce qu'on a l'intention de faire. Et dernière remarque, encore une fois, qui fait que l'Arabie Saoudite se sent mal à l'aise, c'est le retour sur la scène diplomatique de l'Iran. Alors peut-être qu'avec Trump, ça va changer, puisqu'il a désigné à nouveau l'Iran comme son principal ennemi, mais ce retour de l'Iran, qui est encore une fois un pays de 80 millions d'habitants, avec une vieille culture, avec une hiérarchie religieuse, qui est capable, comme les oulémas saoudiens, de dire une chose et son contraire, c'est une vieille culture, c'est le seul fait géopolitique de la région. Et ça préoccupe beaucoup les Saoudiens, parce qu'encore une fois, ils ont l'impression que la normalisation va aller tellement vite qu'on va finir par les oublier. Donc si vous voulez, voilà en gros les grosses lignes, les grandes lignes du bouquin. Moi, je ne suis pas... Juste une remarque. Tous les gens que j'ai interviewés, tous les 2 arabophones avec qui j'ai travaillé, ont tous demandé à garder l'anonymat. Je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'en appelle à une réunion d'experts, si vous voulez, de gens qui connaissent les pays dans lesquels on peut dépioter à chaque fois la diplomatie saoudienne, que ce soit en Indonésie, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Russie, etc., pour savoir aujourd'hui quelle est l'ampleur de ces bouleversements que l'Arabie Saoudite a générés depuis qu'elle a inventé sa diplomatie religieuse. Voilà.